monde comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. En tout cas, ce sujet de la réunion, c'est la partie émergée de l'iceberg. J'essaie de ne pas me faire dicter mon emploi du temps. On a une des plus belles équipes de R&D au monde. Et notre conviction, c'est que l'oral n'est pas démocratique. C'est reparti pour un 40 nuances de Next, un premier 40 nuances de Next où j'ai le plaisir de retrouver mon acolyte Olivier Mathieu dans une même pièce. C'est une première pour cette rentrée. Olivier, salut. Salut Thomas. Je rappelle que tu es le cofondateur du collectif Les OVNIs et du studio Feuille Blanche. Et moi, pour que les présentations soient complètes, que tu es cofondateur de Price Minister, vice-président de France Digital et président de The Camp. Parlons de notre invité. Il est là, il s'appelle... Alors c'est Mathieu et c'est le fondateur de Klaxoon, qui est une des magnifiques réussites françaises qui fait partie du panthéon du Next 40, les 40 plus belles et plus grosses startups françaises. Et en plus particulièrement intéressant dans le contexte actuel, puisque ce sont des outils collaboratifs pour travailler en entreprise, dans un monde qui est révolutionné, où le télétravail et les façons de travailler sont en train de nous bouleverser nos habitudes. Mathieu Beucher, bonjour. Bonjour. Tu vas avoir le droit à plein de questions, hein. On fourmille de questions avec Olivier, mais aussi des questions de proches à toi, des questions de nos partenaires avec notamment Neuflize, la banque, nos partenaires médias, Madines, La Tribune, mais aussi de l'écosystème avec la French Tech et France Digital. Si tu es prêt à démarrer, on va découvrir l'aventure Klaxoon racontée par son fondateur juste après ce jingle. Beach, oh mon beach. Alors, tu l'as compris, hein, ce jingle dit très bien son nom. Le pitch de Klaxoon, expliqué peut-être à un enfant de 3 ans, ça donnerait quoi ? Alors, un enfant de 3 ans, c'est difficile, hein, tu me mets un super défi. On est connu pour révolutionner les réunions. Et qu'est-ce que c'est que les réunions ? C'est un exercice obligé quand on travaille en équipe. On est plusieurs, on a plusieurs points de vue, on doit prendre des décisions, on doit se mettre d'accord, et on propose, nous, un outil qui permet de mieux s'écouter, de prendre de meilleures décisions ensemble, et d'éviter que ça dure trop longtemps, puisque ça fait des décennies maintenant qu'on passe beaucoup trop de temps en réunion, et à la fois c'est indispensable, et à la fois il faut que ce soit aussi un moment hyper efficace et le plus plaisant possible. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez lancé, je crois, Klaxoon en 2015. Aujourd'hui, on est en 2020. Et donc, probablement, déjà, l'outil a évolué. Donc, peut-être la façon de le pitcher a pu évoluer. Mais ce qui est certain, c'est qu'indépendamment de l'outil lui-même, les réunions ont été bouleversées, dans les façons de travailler, de par la crise qu'on vient de traverser, la crise sanitaire et celle du Covid et du confinement. Et du coup, est-ce que ça a changé la vision ou la mission de Klaxoon et également peut-être la roadmap technique, la feuille de route technique? Toi, tu me dis, Olivier, qu'il n'en parlait pas comme ça à l'époque. Oui, parce que moi, je me rappelle avoir suivi Klaxoon parce qu'on se disait, c'est génial, il y a un outil français collaboratif qui arrive dans une résolution de problèmes importantes, que toutes les startups détestent les réunions, détestent perdre du temps, etc. Et c'est vrai qu'on entendait parler de réveiller la réunion ou de lutter contre la réunionnite ou d'éviter de perdre du temps et de la productivité, voire de s'endormir en réunion. Oui, alors c'est une vaste question. La réunionnite, pour nous, en tout cas, ce sujet de la réunion, c'est la partie émergée de l'iceberg. Notre sujet passion, notre sujet cœur chez Klaxoon, c'est le collaboratif, c'est le travail d'équipe. Et c'est cet organisme très particulier qui doit prendre en compte différents avis, réussir à les synchroniser. Notre constat, qui est pas récent, qui date déjà depuis quelques décennies maintenant dans les entreprises, c'est que c'est pas évident de collaborer. Et donc on a mis en place différentes techniques, notamment la réunion théâtrale descendante, pour informer tout le monde. Et ça, c'est un peu le minimum vital d'une autre époque. Notre constat qui a été fait au sein du collectif qui a créé Klaxoon, on est plusieurs à être passés par le secteur industriel, notamment les méthodes agiles industrielles. On est pour d'autres des passionnés du développement. Donc on a très vite vu qu'il y avait des méthodes très simples qui permettaient de réussir à mieux synchroniser en équipe, mais qu'elles étaient souvent
réservé à des experts, à des coachs ou des champions de l'agilité notamment. Et donc toute la démarche qui nous a animés, c'est de nous dire comment est-ce que ces méthodes pourraient être mis davantage à la portée de tout le monde, et en regardant et en accompagnant pas mal d'équipes avant Klaxoon déjà, et en essayant de leur donner des outils tech, applications mobiles, etc. pour les connecter un peu mieux entre eux, on s'est rendu compte que le point central et le point de rencontre de tous ces problèmes de collaboration, c'était la réunion, qui est vraiment la partie émergée de l'iceberg et qui montre beaucoup de ce que comment fonctionne le collectif et de ce qu'on peut résoudre, à commencer par la prise de parole, à commencer par le fait que on n'est pas toujours très bien au courant de ce qui se passe dans les autres métiers. Des fois, on s'additionne pas vraiment en tant qu'équipe ou que talent différents. Et notre conviction, c'est qu'il y a vraiment un gisement gigantesque de créativité, de vitesse dans la prise de décision, de pertinence dans les options qu'on va choisir ensemble, dès lors qu'on arrive à utiliser ces méthodes et à mieux synchroniser au quotidien. Justement, Mathieu, Klaxoon, c'est une solution qui regroupe avec des propositions une offre technologique et qui répond à des problèmes. Mais du coup, la solution, à quelle cause? Je crois que tu évoquais, je t'avais entendu parler de signaux faibles autour de la réunion. Qu'est-ce qui fait finalement qu'une réunion ne fonctionne pas? Et du coup, quelle est la grande cause contre laquelle vous battez? Alors, ce qu'on nous dit, parce qu'on a passé beaucoup de temps à essayer de voir si c'était un problème global avant de se lancer. Donc on a navigué entre l'Europe, les États-Unis, et on a posé à différentes tailles d'entreprises, différentes tailles d'organisations la même question qui était comment vos réunions, comment elles se passent, est-ce que vous avez trouvé la méthode magique pour réussir à avancer plus vite. Et on a entendu systématiquement la même réponse, et c'était vrai il y a 5 ans, c'est encore vrai aujourd'hui. Quand on pose la question de la réunion, c'est malheureusement souvent un problème déjà de durée. Enfin, déjà, on nous répond tout le temps, mes réunions, ça va pas, je suis pas content de mes réunions. Et pour autant, on avait fait aussi un sondage hyper intéressant qu'on a refait l'an dernier sur est-ce que vous en faites de plus en plus ou de moins en moins des réunions. Et on en fait de plus en plus. C'est à peu près 10% l'an dernier par an d'augmentation en nombre de réunions. C'est-à-dire que cette nécessité de se synchroniser, elle est là, elle grandit. Via Klaxoon, les chiffres dont tu parles? Non. Ça, c'est marché. C'est marché. Quand on pose la question, est-ce que vous êtes amené à faire plus de réunions par rapport à l'an dernier? Comment évoluent les tendances? Et la réponse qu'on a, je le disais tout à l'heure, c'est déjà un avis très critique sur la réunion, mais par contre, on en fait de plus en plus, on y passe de plus en plus de temps. Et quand on va plus loin, pourquoi est-ce qu'on y va de plus en plus? Parce qu'il y a un vrai défi de synchronisation. On nous remonte la difficulté de se synchroniser parce qu'on est sur plusieurs projets à la fois, parce qu'on est sur plusieurs sites à la fois. En tout cas, on est amené à collaborer avec des personnes qui sont de plus en plus en mobilité. Et puis, parce qu'il y a aussi cette problématique de projets qui sont très changeants. On est de plus en plus dans la réaction, l'adaptation à grande vitesse. Et donc, ça crée une nécessité de se synchroniser. Donc, on y va à l'ancienne. Je me permets de t'interrompre parce que je vois moi en général, et je dis aussi en tant que entrepreneur, mais aussi à l'écoute d'autres entrepreneurs ou collègues ou dans le monde du travail, on dit qu'il y a trop de réunions, des réunions trop longues ou des réunions avec trop de personnes. Et donc, si on cumule l'ensemble de ces 3 indicateurs, ça fait énormément de temps qui est parfois perçu comme un peu perdu ou pas productif. Et toi, tu mets en face, évidemment, le besoin de synchronisation, c'est ce que tu viens de dire. Mais il y a aussi d'autres personnes, des entrepreneurs. Je crois, Thomas, toi, tu pensais à Alan, on en avait parlé la dernière fois, qu'on avait reçu, Jean-Charles, le fondateur d'Alan, qui disait que lui, il interdisait les réunions. En fait, c'est la culture de l'écrit. Ouais. Alors, c'est remplacé par l'écrit. Je sais que Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, lui, il disait, voilà, il interdit les PowerPoint. Donc, pour plus avoir de présentation dans les réunions, mais juste un petit document papier de type Word que les gens sont censés avoir lu avant. Je sais que Xavier Niel, à un moment donné, il disait, voilà, les réunions ne doivent pas durer plus de 15 minutes et on reste debout. Comme ça, c'est la garantie que ça ira plus vite. Donc, en gros, on sous-entendrait d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire être une bonne réunion? C'est une autre façon de te poser la question. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne réunion ou qu'est-ce que c'est qu'une bonne collaboration? Parce que si c'est juste, ça n'a pas duré longtemps, évidemment, c'est peut-être pas suffisant. Et j'ajoute juste pour que tu puisses compléter, Mathieu, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les réunions ne fonctionnent pas? Donc, déjà, premier point sur le constat qu'est-ce qui est partagé partout dans le monde, c'est effectivement un problème de durée sur la réunion, un problème de participation et un problème de prise de décision. Sur la durée, c'est en moyenne 1h30 dans le monde entier. La stat, elle est la même à peu près partout. Alors que ça devrait durer moins de 30 minutes quand on pose la question à des spécialistes de la réunion ultra efficace qui a été appréciée, sur lequel on a vraiment un échange
hyper quali, avec on va dire la bonne mobilisation par rapport à l'agenda qui est déjà chargé, c'est moins de 30 minutes. Il faut que ça dure moins de 30 minutes. Donc, il faudrait diviser par 3. Deuxième sujet, c'est la participation qui est aujourd'hui très difficile. On nous parle de grande gueule en réunion. Ça, c'est classique d'un format où on s'appuie beaucoup trop sur l'oral. Et notre conviction, c'est que l'oral n'est pas démocratique. L'oral, ça a plein d'inconvénients, à commencer par le fait que ce soit séquentiel. Il faut s'écouter parler les uns après les autres. On peut pas tous parler à la fois, évidemment, ça marche pas. Et non seulement ça prend du temps, et en plus, quand on prend la parole, quand on a la chance de la voir, c'est très difficile pour la plupart d'entre nous d'exprimer clairement un point de vue. D'autant plus que la politique... Du coup, ça veut dire que les gens se restreignent de partager de bonnes idées, soit par peur du regard des autres, soit par peur d'être jugé peut-être par son manager ou par son dirigeant. Exactement, c'est plus que se restreignent, ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas, dans le format actuel, demander à quelqu'un de normalement constitué d'être hyper à l'aise dans sa prise de parole, de dépasser les problématiques politiques au sein de l'équipe, parce qu'il y a forcément l'avis du collègue, l'avis du chef, tout ça, ça fait une complexité qui fait que déjà il y a le stress en plus de la forme de la prise de parole. Donc on nous forme là-dessus des fois à l'école, il y a des experts en prise de parole, mais le sujet il est pas là, et c'est pour ça que je rejoins complètement cette notion d'expression par l'écrite. Parce qu'il y a d'autres façons d'exprimer un point de vue, notamment par l'écrit, qui permettent déjà de paralyser l'échange. Donc on va permettre avec Klaxoon, en passant par l'écrit, d'être plusieurs à parler à la fois, à exprimer un point de vue à la fois, et puis de se concentrer sur le débat ensuite et la prise de décision. Après, quand on va sur l'extrême d'interdire la réunion, moi ça me fait le même effet que de dire j'interdis les problèmes. Je pense que la réunion, on n'y va pas pour rien, et il y a une nécessité évidente. On aborde le côté temporel, le côté prise de décision, mais il y a aussi cette nécessité d'avoir un collectif qui se connaît. Et quel que soit le nom qu'on donne à ça, on parle souvent de synchronisation chez Klaxoon. En tout cas, il y a besoin de se rencontrer, de se connaître, de se voir, de s'entendre, de dialoguer. Effectivement, on peut remplacer certains aspects, et c'est notre approche. La moitié des réunions peuvent être remplacées par des échanges qui peuvent tout à fait être soit automatisés, processés, ou à l'écrit, ou autre. Par contre, il y a un aspect qui est très mal travaillé dans ces réunions classiques, c'est cet échange et ce dialogue qui est indispensable et qui permet de mieux s'entendre, de prendre les bonnes options, d'accélérer. Après, encore une fois, pour répondre à ta question qui était qu'est-ce que c'est qu'une bonne réunion, je dirais que c'est déjà une réunion qui est organisée, planifiée, ou en tout cas on va faire deux grands types de réunions. La réunion qu'on va appeler la réunion rituelle, qui va driver le quotidien, qui va être un peu la dorsale de synchronisation de l'équipe, sur lequel on va avoir une prise de parole la plus courte possible, mais qui donne une vision assez claire, précise, rapide, et surtout en parallèle de l'oral, de l'écrit, donc documenté, speak with data, comme on dit dans les méthodes agiles. Donc une prise de parole de 5 minutes max par personne, dans laquelle on va passer de l'info. Tu disais que l'attention du public généralement est maximum autour de 15 minutes. Alors là, on arrive d'ailleurs bientôt aux 15 minutes de ton podcast. Comment on fait pour faire tenir tous nos auditeurs pendant l'heure et demie qu'on va passer ensemble ? Alors il y a plein de techniques, justement, c'est là que soit tu vas du côté du champion de l'animation de réunion et qui saura sans doute mobiliser l'attention pendant 2 à 3 fois plus de temps que la normale, mais c'est un peu des artifices tout ça, et c'est pas là-dessus qu'on se concentre. La vérité, c'est qu'il faut surtout varier les moments d'interaction. Donc si tu dois dépasser 15 minutes, il y a peut-être de très bonnes raisons à ça, et tu peux avoir des échanges très efficaces qui vont durer 2 heures, mais il faut varier l'échange. Peut-être à un moment donné, tu es très descendant, tu passes de l'information. Par contre, après, au bout de 15-20 minutes, on change de mode, et peut-être qu'il est temps d'entendre un peu le collectif, de faire un tour de table, de prendre les différents avis, et là, comme ça, tu as ce qui s'appelle un dialogue qui peut durer le temps que tu as besoin d'animer l'échange. Mais dans ce que j'appelle la réunion du quotidien, il ne faut pas confondre, encore une fois, une réunion indispensable, nécessaire dans le quotidien, qui doit être presque journalière, 15 minutes par jour, où le collectif, quand je parle d'un collectif, c'est 10-15 personnes, pas plus, ont l'opportunité de s'entendre, de découvrir aussi ce que font les autres de manière très simple, très succincte. Et puis après, il y a la réunion workshop, qui est peut-être, et c'est justement parce qu'on confond un peu les deux et qu'on mélange tout ça, qu'on a cette aversion pour la réunion. Mais la réunion workshop, elle a plus pour objectif de résoudre un problème, de lancer un projet, de rencontrer un client, enfin bref, une réunion, on va dire, avec un objectif de productivité assez important, réunion d'arbitrage par exemple. Et celle-ci va s'appuyer sur des méthodes qu'on va justement mettre en place dans Klaxoon, les fameuses méthodes agiles, design thinking, PI planning, etc., qui vont permettre de driver l'échange de manière très structurée. On arrive donc
Exactement. Alors c'est un concours de circonstances, mais on arrive exactement à 15 minutes, donc sans transition ou presque, changement de sujet. T'évoquais tout à l'heure le fait que vous étiez présent en Europe, mais pas que, et on a justement une question sur l'international d'un proche à toi. Je te laisserai peut-être le présenter si tu le reconnais, sinon on le fera. C'est juste après ce jingle, tu peux y répondre directement. Vous avez un message. Bonjour Mathieu, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton développement international? Alors, est-ce que tu reconnais la voix qui te pose cette question? Alors, je crois que c'est Arnaud Giraudon qui est le fondateur de Fortuneo, ex-patron de Compte Nickel, quelqu'un de grande valeur, qui a une très belle expérience dans le développement des idées et des business à très grande échelle. Alors, sa question est très ouverte. Qu'est-ce que je peux vous dire sur mon développement international, c'est ça? Ouais. Alors, plein de choses. Déjà on a commencé avec l'international puisque on a voulu dès le départ défendre notre idée dans le monde entier. On a été très tôt et sur le conseil de clients, c'était Schneider à l'époque qui nous avait dit votre concept est vraiment très bon, votre produit fonctionne super bien. Allez vous défendre très vite sur le marché, notamment le marché américain, et allez-y, faites-vous connaître là-bas. Donc, on avait été candidaté au CES, entre autres, et on avait gagné très tôt des prix pour cet objet intelligent, la Klaxoon Box, qui permet de faire les réunions Klaxoon également quand on n'a pas accès à Internet. Et donc, ça nous avait fait très vite interagir avec un marché qu'on connaissait déjà un peu parce que c'était un marché de test pour nous de la solution, et on avait interagi avec ce marché en leur posant beaucoup de questions sur comment est-ce qu'ils menaient leurs réunions, parce qu'il y a des problèmes, il y a des différences culturelles très fortes entre la prise de parole française et la prise de parole américaine, qui est des fois très structurée, qui est une vraie performance. Et on s'était rendu compte en interagissant avec ce marché que finalement les problèmes étaient les mêmes, que même si la prise de parole était des fois semblait plus facile, ou qu'il y avait presque un talent inné chez certains Américains, beaucoup, pour prendre la parole, en vérité, ils se plaignaient tout autant que nous de la pauvreté du débat, et c'est le cas encore aujourd'hui. C'est la première chose qu'on nous remonte sur le marché américain, c'est la difficulté. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement, déjà, la durée de la réunion est à peu près la même dans tous les pays. Tout à fait. Mais du même coup, si chacun identifie à peu près le même problème, est-ce que quand même l'outil ou la façon de conduire ou de prendre les décisions culturellement doit être pensé localement, ou finalement c'est la même solution dans le monde entier? Finalement, notre approche, c'est quand on réfléchit à la dynamique d'un collectif, c'est plein d'individus différents, donc forcément plein de cultures différentes. Notre conviction, c'est que si on arrive à avoir la bonne façon, la bonne méthode pour tenir l'échange, on peut vraiment avoir cette intelligence collective qui commence à jouer, c'est-à-dire j'entends et je m'appuie sur les différentes expériences de chacun pour avoir la meilleure réponse possible à un problème. Aujourd'hui, Klaxoon, c'est la même chose partout. Exactement, c'est le même produit partout, parce que justement, notre métier, c'est de connecter différentes cultures et de les faire mieux interagir pour qu'on arrive à une solution inédite. Par exemple, mon expérience internationale, tu sais, on avait revendu Price Minister à Rakuten, et donc je me suis retrouvé avec des Japonais parfois à Tokyo, ou avec des Américains à San Francisco, et j'ai trouvé, alors c'est peut-être une observation qui est trop empirique et qui est pas statistique par rapport à ton expertise, mais clairement les individualismes sont très en deçà d'une certaine manière au Japon. Donc la prise de parole d'un Japonais en réunion est assez peu probable. Il écoute plutôt le chef et c'est très hiérarchique. Alors que les Américains, effectivement, ils ont appris à prendre la parole en public dès l'école élémentaire, en quelque sorte. Donc, on pouvait imaginer que l'outil fonctionnerait peut-être pas de la même manière, et vraisemblablement, je me trompe, mais enfin, en tout cas, ça aurait été mon intuition. Et tout à fait. Et tu vois, le retour du Japonais qui, par respect d'un processus, va peut-être pas prendre la parole, et qui se plaint peut-être, en tout cas, c'est le retour qu'on a, d'avoir un exercice où finalement la partie idéation est souvent très pauvre. Et ben là, on a le même retour sur le marché américain. C'est la première chose qui nous retourne, c'est que finalement le côté théâtral, le côté performance, ils sont tout à fait prêts à le laisser tomber. C'est pas ce qui les motive, et c'est pas pour ça qu'ils viennent en réunion. Finalement, ils y vont pour les mêmes raisons que ce qu'on voit en Europe ou sur le marché asiatique. On vient en réunion pour partager une vision, pour s'alimenter les uns les autres. Et la première chose qu'on nous rapporte en usage sur le marché américain en utilisant Klaxoon, c'est j'adore parce qu'enfin toutes les idées se valent. Il n'y a pas besoin d'avoir l'idée, de s'aligner avec le chef. En vérité, cette prise de parole qui nous paraît très très maîtrisée, elle est souvent très politique, très drivée. Une fois que le chef a exprimé son point de vue, on suit, on s'aligne, etc.
Du coup, Mathieu, pardonne-moi, je te coupe, mais juste pour boucler sur l'international, parce qu'on a énormément de sujets à voir avec toi. Mais du coup, peut-être juste quelques chiffres sur l'international, en volume de chiffre d'affaires, à l'export, et peut-être les grandes zones très rapidement dans lesquelles vous êtes implanté pour comprendre de quoi tu parles. Mais du coup, aussi une question entre le band global dont on parle souvent et face à ça, des boîtes qui, c'est un investissement de partir à l'international. C'est peut-être pas le même quand on a une solution tech, mais je serais curieux d'avoir ton avis sur les premiers écueils. Est-ce qu'il y a eu aussi des plantages à l'international, comme on pu le connaître un certain nombre d'autres startups, et notamment aux États-Unis? Ouais. Alors aujourd'hui, on est présent dans plus de 120 pays. On a à peu près 4000 organisations clientes dans le monde entier, avec absolument tous les types d'entreprises ou d'organisations, des petites aux très grandes, également le secteur public, des universités, également sur le marché américain et ailleurs. Donc on a vraiment une vision très large. Le marché export pour nous, c'est pratiquement 50% de l'activité. Le marché américain qui est très très fort, parce qu'on a commencé très tôt là-bas, à peu près 30%. Donc ça, c'est les grandes lignes. Et nous, on est présent en France, évidemment, mais également avec des bureaux à New York, à Boston et à Singapour. Après, pour ce qui est de l'aventure américaine, nous, on a commencé très tôt, je disais, avec la partie reconnaissance et prix. Ensuite, on a mis du temps à vraiment installer une équipe commerciale là-bas, parce que justement, on était très actifs sur des séquences, typiquement le salon, le CES, on y était 5 fois. On a gagné plusieurs prix, plusieurs années de suite. Donc on connaît très très bien l'exercice. On apprécie particulièrement ce type d'événement américain parce qu'on rencontre le monde entier. Donc au CES. Tu parlais du CES, donc c'est le CES de Las Vegas qui est le grand événement dédié Tout à fait. au lancement des innovations une fois par an en janvier, je crois. Ouais. C'est ça. Et là, on rencontre le monde entier. Donc nous, on s'en est servi comme un accélérateur d'internationalisation, pas que sur le marché US. Mais c'est vrai qu'on observait que sur le marché US, les règles du jeu sont quand même complexes et que pour recruter des très bons aux États-Unis, et on a besoin de très bons forcément quand on lance une innovation dans le B2B. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. C'est des ventes complexes avec des cycles de vie assez longs. Et donc on a mis à peu près 3 ans au total. On a lancé le premier bureau en 2017. Donc le produit a été lancé en 2015. En janvier 2016, on obtient nos premiers prix au salon CES. À peu près 1 an plus tard, on met 1 an à trouver les bonnes ressources. On lance notre bureau à New York. Et ensuite, on va passer par plusieurs recrutements, plusieurs déceptions, déjà dans la culture, parce qu'on se rend compte que les métiers sur le marché US, les rôles sont très très définis. Et à ce moment-là, on a une culture très start-up chez Klaxoon en 2017-2018, où chacun passe d'un métier à l'autre presque plusieurs fois par jour. Et là, sur le marché américain, les règles du jeu sont un peu différentes. Il faut des métiers et des méthodes très structurées pour la conquête commerciale. Vous pouvez pas dire à un commercial, notamment le B2B grand compte, de faire à la fois gérer son agenda et prospecter, et puis à la fois être hyper percutant sur une vente. Ça, c'est des trucs qui leur parlent pas trop. Les très bons se concentrent sur une zone très précise du cycle de vente, la transformation d'un deal, l'avant-projet, l'accompagnement, etc. Donc ça vous force finalement, en tout cas c'est ce que ça nous a appris nous, à raisonner, à processer l'approche et la gestion d'un client, que ce soit la prospection jusqu'à la partie accompagnement dans l'usage. C'est des marchés très 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 processés. On pourrait faire presque, je pense, toute une émission sur l'aventure Klaxoon à l'international. Je voyais Olivier qui voulait réagir sur un des sujets que tu as abordé. Juste 2 questions. Est-ce qu'on est capable d'évaluer le coût d'un lancement à l'international, notamment aux États-Unis? Je pense que ça intéressera certains de nos auditeurs. Et 2, si tu devais t'adresser à toi-même un carton jaune sur un projet à l'international sur lequel vous êtes peut-être planté, mais qui était riche d'enseignements, et je te demanderais malheureusement de répondre de manière la plus concise possible pour qu'on puisse aborder tous nos autres sujets. Alors un coup, écoute, tout dépend ce que tu veux faire. Il faut le sujet, c'est que c'est dans la durée. Le terme coût est un bon gros piège. On peut faire un coût à l'international, on peut faire du bruit, mais le vrai sujet, notamment pour les US, c'est de s'installer dans la durée. C'est l'exécution qui compte. Donc je dirais que voilà, il faut installer au minimum une équipe de 5 personnes. Enfin, et il faut vraiment avoir une ambition tout de suite assez grande, parce que c'est un marché tellement grand que si votre idée est bonne, il y aura très vite 100 personnes à bosser dessus. Et pourquoi pas dans la même boîte. Donc pour faire un coup, faut pas y aller à moitié, quoi. Aux États-Unis, si votre marché est grand, il faut tout de suite penser à allumer l'étincelle et tout de suite penser à scaler. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est pas possible sur le marché américain, en tout cas sur une bonne idée. Après, sur un carton jaune, non, on a beaucoup. On aurait dû encore recruter plus vite. Je pense que j'ai trop attendu. On a trop attendu au début le recrutement
On cherchait la personne miracle, le profil miracle, top performer, super vendeur, etc., président des ventes. Bon, un truc qui est finalement introuvable. Je pense qu'il faut accepter de passer par des notions d'escalier. Faut commencer petit, il faut se rendre compte et faire 2-3 ventes qui sont peut-être pas géniales, mais qui vont déjà vous permettre d'être présent. Parce que de toute façon, ce profil-là finalement n'existe pas. C'est un vrai piège. Il n'y a pas de magicien du marché américain. La vraie magie, c'est la machine. Il faut construire la machine pour le marché américain comme pour le reste du monde, qui va vous permettre de processer et d'être indépendant de cette notion de talent individuel. Tu n'as pas pensé toi-même à aller t'installer aux États-Unis comme le font un certain nombre d'entrepreneurs, y compris d'ailleurs dans le Next 40? Si, tout à fait. C'était un de mes souhaits quand j'ai lancé Klaxoon en 2016. D'aller m'installer là-bas. J'ai d'ailleurs un investisseur franco-américain, White Star, que j'ai convaincu à New York d'investir dans Klaxoon. Mais finalement, le monde a un peu changé entre 2010-2015 et aujourd'hui. Et on est arrivé typiquement au moment où on s'est rendu compte que finalement, c'était pas en tout cas une garantie de succès que de déplacer le patron. Alors c'est sûr, des fois ça peut être mieux, mais sur notre sujet à nous, où il y a un fort aspect R&D, un gros travail à faire sur l'accompagnement des clients, je pense que, et ça je regrette absolument pas de l'avoir fait, je pense que l'essentiel et l'important c'est de rester au centre de ces différents sujets, et ça se passait à Rennes chez nous et ça se passe toujours à Rennes. Et puis pour le reste, pour le développement commercial, et c'est le choix qu'on a fait, de recruter, de staffer une belle équipe commerciale, c'est quelque chose qui peut se faire en étant n'importe où dans le monde. Et d'ailleurs, les Américains pratiquent de manière complètement normale. Pour eux, il n'y a pas de centre des États-Unis. On peut être dans plusieurs villes à la fois. L'équipe peut être dispatchée sur plusieurs territoires. Encore une fois, c'est vraiment une logique de machine qu'on monte. Sur l'international et les grands groupes, on a une question de notre partenaire France Digital, donc ça va te permettre d'y répondre dans la foulée. Vous avez un message. Bonjour Mathieu. À France Digital, les fondateurs de startups nous disent souvent qu'ils ont du mal à bosser avec les grands groupes. Toi, tu as réussi quelque chose de fabuleux. Tu as réussi à bosser avec le plus grand groupe au monde, Microsoft. Ma question, elle va être simple. Est-ce que c'est plus facile de bosser avec un grand groupe américain ou avec des grands groupes français? La réponse de Mathieu à Nicolas Brienne. C'est drôle parce que on bosse avec Microsoft parce que on a très bien bossé avec les grands comptes français. C'est des clients français, grands comptes français, qui ont plusieurs fois dit à Microsoft, qui a des très très bonnes oreilles, qui est très très bien connecté au marché. Ils leur ont dit, écoutez, on utilise nous un outil hyper sympa en réunion. Est-ce que vous pourriez pas vous connecter parce que c'est pas pratique. On se log à Teams, puis on se log à Klaxoon. Est-ce qu'on peut pas faire mieux? Donc c'est assez révélateur de la culture et de Microsoft, qui est très connecté au marché et pas que sur son pays d'origine, mais qui a un réseau très très large et qui est très à l'écoute des connexions. Et c'est vrai qu'on a été très surpris dès 2018 d'être appelé par Microsoft de Seattle directement, la zone, enfin les équipes produits, les équipes R&D qui avaient scanné le marché de la réunion intelligente, qui s'étaient rendu compte que, en tout cas de leur point de vue, il y avait un acteur qui arrivait à faire de la vente grand compte, à accompagner toutes les problématiques que ça suppose. Et cet acteur était à Rennes, et eux, ça les dérangeait absolument pas qu'on soit à quelques milliers de kilomètres d'eux, et donc c'était tout à fait naturel de nous appeler et d'échanger ensuite ensemble sur ce qu'on pouvait faire. Mais la réponse, elle est pour parler des grands comptes français, nous, l'élément clé, ce qui nous a fait grandir, c'est les équipes, c'est le fait qu'on rentre par les équipes, que chacun peut très facilement changer sa réunion en appelant ou en s'équipant de Klaxoon en quelques clics, et puis après c'est parti. Et c'est des choses qui sont pratiquées depuis assez longtemps par d'autres entreprises. Je pense à des Zendesk, Salesforce aussi à notre époque. Il y a cette notion de simplicité, de rentrer petit, et puis après de savoir grandir et accélérer. Alors, tu fais partie de ces outils justement un peu viraux d'une certaine manière, puisque comme tu le dis, des clients français t'ont recommandé à des clients américains, et où des salariés t'utilisent, et puis finalement, par viralité, tu finis par avoir un contact commercial. Donc ces espèces de façon collaborative et virale de se répandre fait sans doute aussi que tu peux imaginer peut-être justement un exit. Je ne sais pas si ça fait partie des choses dont vous parlez entre actionnaires, mais et c'est peut-être pas le bon timing, mais on peut imaginer quand tu parles de Microsoft que potentiellement ce serait l'acquéreur de Klaxoon à terme. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Olivier avait dit à Mathieu qu'il rentrait dans une no bullshit zone en lançant l'enregistrement. Donc Mathieu, je t'ai laissé quelques secondes pour préparer ta réponse.
Bien écoute, on est sur un marché qui est effervescent. La collaboration, c'est évidemment un sujet clé. Il y a 1 milliard d'actifs qui tous les jours se connectent et travaillent ensemble. Microsoft, comme d'autres acteurs, Atlassian, Slack, Zoom dernièrement, Google évidemment, Facebook sont en train et depuis plusieurs années de transformer et d'accompagner cette transformation. Nous, ce qu'on a vu dans ce marché, c'est qu'il y a aussi des acteurs qui restent indépendants, qui grandissent. Et je pense que la meilleure réponse à ça, c'est pas forcément de réfléchir indépendant ou exit, c'est simplement être le meilleur de son marché. Alors après, est-ce que le jour venu, on décide de prendre l'option intégration avec une autre entreprise, ou est-ce que il est plus intéressant de faire la course seule? Dans les deux cas, on trouve des exemples qui sont hyper inspirants. Je pense que la vraie détermination de notre développement, c'est d'être les meilleurs sur ce qu'on propose, c'est-à-dire le meilleur outil pour accompagner au quotidien des équipes. Et c'est le principal focus. J'ai vu bien trop d'exemples de boîtes qui se sont trompées en essayant soit d'être indépendants absolument, soit d'être rachetés absolument. C'est pas le sujet. Donc, on va pas présager de ce que pourrait être votre décision à l'avenir. Néanmoins, peut-être tu peux livrer sans donner nom. Vous avez déjà été contacté pour un rachat? Eh bien, écoute, l'entreprise, moi, je l'ai lancée il y a 10 ans, et j'ai été contacté plusieurs fois pour différentes pistes, des rachats, des merges, etc., un peu de tout. Et Klaxoon est donc produit qu'on a lancé en 2015, après 5 ans d'aventure autofinancée. C'est une entreprise que j'ai créée avec 4 000 euros. Bon, bref, donc on a un chemin qui est très à la fois long et à la fois très pragmatique, où ce qui nous caractérise, c'est une vraie passion pour notre sujet, une vraie passion pour le sujet de travail en équipe. On est convaincu qu'il y a beaucoup de choses à apporter sur ce marché de la collaboration. Après, moi, j'ai jamais été animé par cette notion de revente ou cette notion on m'avait dit ça une fois, que dans les écoles de commerce, on enseignait qu'une entreprise était faite pour être vendue. Écoute, j'ai pas forcément et j'étais pas formé. C'était sans doute un vrai défi pour le coup à la notion de comptabilité au-dessus de nos entreprises. Et je suis content de pas avoir eu ce message, parce que je me serais opposé. Je pense qu'il y a plein d'entreprises qu'on connaît aujourd'hui qui sont des grandes marques, et c'est ça qui nous anime bien plus chez Klaxoon. Des grandes marques dans le sens où on sait que le service qui est rendu est exceptionnel, que les produits qui sortent sont juste géniaux, et qu'ils ont, avec l'équipe qui a fait le maximum pour avoir un produit qui dépasse l'état de l'art. Ça, c'est vraiment des choses qui parlent aux équipes de Klaxoon. Votre Net Promoting Score, vous l'avez ou Alors, le fameux NPS, oui, alors c'est un sujet dont on parle avec Lauriane, qui est notre patronne du service client, qui est passionnée par ces sujets-là. Et on nous a souvent dit qu'on avait des retours presque trop positifs, et qu'on pouvait se permettre d'être encore plus d'avoir un service client qui serait peut-être un peu moins présent. Mais c'est vraiment, encore une fois, un positionnement et un choix de positionnement. Excuse-moi pour les Béotiens, je rappelle juste que Net Promoter Score, c'est donc le score des promoteurs, en fait, d'une marque, donc de satisfaction en quelque sorte, et de recommandation d'un service ou d'un produit. Tout à fait. Et donc, je pense que ça peut être assez trompeur. Nous, on a fait le choix d'avoir un accompagnement en plus. Donc, on a une communauté utilisateur qui apprécie, j'espère, beaucoup tous les efforts qu'on peut faire pour les accompagner. Et on investit beaucoup là-dessus, parce qu'on est convaincu que c'est quand même un sujet difficile de changement de méthode, changement de pratique du quotidien. Et il y a deux approches: soit un outil qui fait tout seul et qui vous laisse vous adapter à ses contraintes, soit essayer d'être au maximum au contact de cette transformation qui est en cours, parce qu'on est convaincu que c'est des petits pas, que l'outil doit aussi au fur et à mesure grandir et s'améliorer pour pouvoir accompagner et accélérer la transformation. Donc on est plus dans cette notion de discours, de dialogue avec le marché, là où des retours et on voit des fois des choix dans le domaine de la tech où on a des services clients pratiquement injoignables, mais bon, ça fonctionne. Donc nous, notre approche, elle est plutôt de se dire, on est au début d'un mouvement, d'une transformation. On a un produit qui doit s'adapter à cette transformation avec les barrières les plus faibles possibles. Tu parles de transformation, du fait de devoir s'adapter. Il y a un mouvement qui est en train de transformer la planète, ou en tout cas qui exige à la planète, aux entrepreneurs aussi, de s'adapter. C'est cette période Covid qu'on vit tous. Je te propose qu'on en parle sans revenir sur les débuts du confinement de Klaxoon. Il y a quand même pas mal de sujets sur lesquels on aimerait ton avis.
Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Alors, on aura plein de questions de nos partenaires sur ce sujet. La crise Covid, au-delà de ce qu'elle a impliqué directement chez Klaxoon et chez toi en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, on imagine aussi qu'elle a quand même vraiment changé les façons de travailler, comme on le disait en introduction. Est-ce que dans ton cas, ça serait pas pratiquement aussi une opportunité finalement, même si c'est toujours un petit peu brutal de dire ça, alors que plein de gens sont en souffrance. Et on aura une question là-dessus aussi d'un de nos partenaires. Ouais, alors déjà, effectivement, il y a un changement enfin, en tout cas, on est dans une ère très particulière, dans un moment très particulier, qui met les managers et les équipes face au mur. Il n'y a pas le choix, vous devez être pour la plupart à distance. Et si vous n'êtes pas à distance, c'est compliqué. Il y a les masques, etc. Il y a beaucoup de contraintes. Donc ça fait un contexte différent, mais surtout brutalement différent. Et ça, oui, les solutions comme les nôtres permettent d'être plus efficaces quand on est à distance, ou en tout cas quand on est amené à devoir se synchroniser de manière un peu rock'n'roll, en étant des fois au même endroit, des fois en décalé, etc. Donc oui, ça paraît être une situation idéale. Pour autant, la brutalité d'une transformation, c'est jamais très bon. Ça provoque, alors on les connaît, les phases, insidération, ensuite adaptation, mais adaptation qui peut être aussi très court terme. Donc c'est ce qu'on a vraiment travaillé nous depuis le début du confinement. C'est déjà ne pas surfer sur une opportunité court terme, et donc on a offert la plateforme tout simplement les 3 premiers mois, donc de mars à juin et encore aujourd'hui. Est-ce que c'est pas aussi une belle manière, et il y a rien de mal à ça, de faire connaître l'outil et puis ensuite de rendre ses utilisateurs accros, même si ça part de quelque chose de très louable, en sachant que les gens en avaient besoin, vous leur avez proposé, mais du coup, est-ce que concrètement, il y a une transformation des utilisateurs qui l'ont eu gratuitement et qui se disent, en fait, ça change vraiment ma vie d'employé, de collaborateur, de manager, et en fait, demain, on va le garder. Ma vision du sujet, c'est que déjà, pourquoi est-ce qu'on l'a offert déjà? Parce que les entreprises n'étaient pas en situation, pour la plupart, de mobiliser tout d'un coup un budget. L'urgence, quand le message est tombé du confinement, c'était plutôt, attention, c'est la cata, on gèle les budgets, on va réfléchir. Donc il n'était pas question de bloquer les équipes qui, pendant ce temps-là, devaient bien trouver des solutions. Et plus largement, notre démarche chez Klaxoon, ça a été de nous dire, on a un produit qui est très très bon, mais dans un contexte qui était avant le confinement. Là, le meilleur produit, notre meilleure proposition, on vous l'offre, mais en même temps, on va réfléchir. Parce que c'est pas possible que ce changement de paradigme, les contraintes que ça suppose, c'est pas possible que on n'ait pas nous aussi un effort à faire en tant qu'éditeur pour adapter notre produit et proposer quelque chose de nouveau. Et donc, on a passé les 6 mois avec ces milliers de personnes qu'on embarquait tous les jours gratuitement sur la plateforme, et c'est un effort qui a été gigantesque, puisqu'il y a eu pratiquement 100 personnes chez nous, temps plein, dont une quarantaine qu'on a réorienté de leur métier classique, qu'on a mis en face des clients, au téléphone, à distance, en visioconférence, en accompagnement pour les aider à trouver ces méthodes. Et on a essayé de sortir de ces interactions des enseignements, et on a lancé le développement d'un nouveau produit qu'on lance ces jours-ci. On ne le dévoile pas maintenant, Mathieu, parce que je pense que tu répondras en partie avec ce que vous avez de très nouveau là chez Klaxoon, en réponse à la question d'un de nos partenaires. Juste pour boucler sur le sujet du moment, on a le télétravail qui est un sujet dans la plupart des entreprises, si ce n'est toutes, et ça doit d'ailleurs particulièrement intéresser les médias et la presse, parce que c'est le sujet des 2 questions de nos partenaires. Je te propose de les mettre l'une à la suite de l'autre, parce qu'elles se compléteront, et tu pourras nous proposer une réponse la plus complète possible. On les écoute. Vous avez un message. Bonjour à tous, voici ma question. On a beaucoup parlé de télétravail et des outils qui permettent de travailler à distance pendant le confinement. Est-ce que l'essor du télétravail, justement, présente une vraie opportunité pour Klaxoon? Et est-ce que la start-up a les moyens de rivaliser face aux outils étrangers qui ont été plébiscités, justement, pendant le confinement? Alors là, c'est la question de Géraldine Russel de Madines, et je te propose d'écouter également la question de Philippe Mabille, patron de la rédaction à La Tribune. On l'écoute. Bonjour. Il commence à y avoir un débat sur l'impact, positif ou négatif, du télétravail sur la productivité.
Est-ce qu'elle augmente? Est-ce qu'elle baisse? Certains disent qu'en fait, elle est plutôt en train de diminuer après un effet de mode. Et donc, il est nécessaire d'avoir le relais de nouveaux outils numériques pour réconcilier, s'il est possible, le meilleur du bureau et le meilleur du travail à distance. À quoi pourrait-on penser? Est-ce que Klaxoon travaille en ce sens? Merci. Ok. Eh bien, pour répondre à cette vague du télétravail obligatoire, déjà, oui, on a, comme on disait tout à l'heure, on a essayé d'être le plus possible connecté aux transformations et à l'adaptation et aux efforts que faisaient les équipes partout dans le monde sur cette séquence. Et donc, on a une position, une vision assez riche de ces échanges qui nous a permis d'affiner notre proposition et un nouveau produit. Est-ce qu'on a les moyens? Déjà, on est une entreprise de 250 personnes, plus de 100 personnes à la R&D. Les interactions qu'on peut avoir avec les grands du secteur du monde du B2B nous montrent que sur ce sujet précis de la réunion intelligente, on a une des plus belles équipes de R&D au monde. Et je crois qu'on vient de prouver en moins de 6 mois, en sachant sortir un produit qui allie de la collaboration visuelle et de la visioconférence intégrée, qu'on a une capacité, une réactivité et un niveau de jeu qui est très élevé. Donc oui, je pense que du côté produit, on est tout à fait capable de rivaliser et on vient encore de le prouver. Et puis les prix précédents montraient bien ce savoir-faire. Au-delà de ça, sur la partie exécution commerciale et marketing, c'est toute la partie sur laquelle on a énormément accéléré ces derniers mois, sur laquelle on se renforce en recrutant différents talents dans tous les pays du monde, mais surtout en s'alliant avec ces acteurs qui font référence sur le marché. Et on a reçu, il y a quelques semaines maintenant, le prix remis par Microsoft de partenaire de l'année sur le sujet des applications de productivité notamment et de collaboration en parallèle de Teams. Et c'est des sujets évidemment qui nous passionnent d'aller développer un réseau de partenaires et distributeurs suffisamment vaste pour aller couvrir le monde entier et jouer face à d'autres acteurs qui aujourd'hui sont quand même d'autres dimensions. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ces acteurs sont passés par le même chemin que nous. Ils ont été dans notre dimension et à notre dimension, ils ont réussi à faire des croissances à l'échelle mondiale. Donc on a les bons éléments, on a le bon produit, je pense la bonne énergie et la bonne équipe pour aller grandir et continuer à développer une belle aventure sur le sujet de la collaboration en étant un acteur implanté en France. Sur le deuxième sujet qui est l'impact du télétravail, pour ou contre le télétravail, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la brutalité de cette crise. Elle nous traumatise littéralement. On est brutalement plongé dans un télétravail forcé pendant des mois. Et puis on nous pose évidemment la question à cette rentrée de comment vous souhaiteriez la rentrée. Alors évidemment, après un tel traumatisme, on aurait tous adoré, on a tous rêvé d'avoir une rentrée normale, de revenir après ce cauchemar à quelque chose de juste comme avant. Et je crois que beaucoup d'entreprises sont revenues, ont tenté le mode on arrête le télétravail, on revient au bureau. Ça va peut-être être plus compliqué d'arriver à refaire du bureau. On voit que ça évolue tous les 15 jours. C'est ça, et je pense qu'il y a eu une première phase, et il y a eu ces débats au courant de l'été et à la rentrée tout début septembre de pour ou contre le télétravail. C'est pas la question. Évidemment, là, on comprend pourquoi on se la pose, parce que c'est pour ou contre continuer ce bazar, et évidemment, on est contre. Par contre, le télétravail, dans ce que ça suppose en termes de méthode, d'organisation, et surtout dans la liberté que ça peut donner, le degré de liberté supplémentaire que ça donne à l'équipe et aux collaborateurs en lui permettant de s'installer quand c'est possible, où ils le souhaitent. Ça, c'est un sujet de modernisation à la fois du management et des modes de travail et une façon aussi de réinvestir et de se poser les bonnes questions sur le territoire et par rapport au sujet par ailleurs bien plus complexe de l'évolution du climat. Donc on est convaincu que le télétravail est un sujet de modernisation, une forme plus intelligente de mobilisation d'un collectif. Par contre, le télétravail à 100%, évidemment, ne peut pas rivaliser. Justement, Mathieu, est-ce qu'il y a une dose de télétravail, un pourcentage dans la semaine de télétravail que tu recommanderais ? Je pense qu'on a tous un avis assez grand maintenant sur la question. En moins de 6 mois, on est tous devenus un peu experts du sujet. On est tous devenus microbiologistes. Oui. Alors en tout cas, on peut regarder les pays nordiques qui pratiquent ça depuis plusieurs années. Je trouve moi je suis assez d'accord avec ce que je vois pratiquer là-bas. C'est 2 à 3 jours
de présentiel, donc finalement un 60-40%, 60% présentiel, 40% distanciel, avec des jours qui sont protégés, sur lesquels on demande à l'équipe d'être obligatoirement présente, enfin en tout cas de faire un effort de présence. Donc les jours protégés pour le télétravail, c'est lundi, mercredi et vendredi. Alors à discrétion, certaines équipes sont plutôt le lundi ou le vendredi, mais en tout cas, il y a des jours où on s'assure que le collectif peut se retrouver, peut être présent, et puis pour jusqu'à 40% du temps, on peut pourquoi pas être à distance. Nous, ce qu'on pratique en cette rentrée, c'est un télétravail où on peut être le moins possible présent sur le site parce qu'on en voit tous les contraintes, et on se rend compte qu'à 1 à 2 jours de présence avec toute une logique d'effectifs tournants pour pas avoir tout le collectif au même moment pour toutes les contraintes qu'on connaît sanitaires, on se rend compte qu'en tout cas avec 1 à 2 jours de présence par semaine, grand max, ça permet de tenir dans la durée. Si ça doit durer encore des mois, on peut s'en sortir. Si on doit tous être en télétravail, c'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'au mois de août pour Klaxoon, on peut y arriver. Évidemment, c'est pas idéal. Donc, si on parle du monde d'après... Ça tombe bien, Mathieu, que tu nous lances sur le monde d'après, parce que c'est une rubrique du podcast 40 nuances next, parce que là, on a parlé, on va lancer le jingle avec Thomas, on a parlé de la crise du Covid, mais c'est quelque chose qui a été forcé. Donc, on a tous été forcés au télétravail. Donc, certains d'ailleurs refusent l'appellation de télétravail pendant cette période-là, parce qu'en plus, elle a été combinée avec les enfants, le confinement à domicile, etc. En revanche, ça nous invite effectivement à réfléchir sur le futur du travail, donc le fameux monde d'après. Tout à fait. Alors avant de te demander, Mathieu, à quoi tu rêves pour l'avenir, on va être presque très concret. Il y a déjà des nouveautés qui présagent de ce que pourrait être l'avenir à la fois de votre solution, mais l'avenir de la réunion, de la collaboration d'entreprise. Et pour ça, on te propose une des dernières questions d'un de nos partenaires avec Laurent Garret, le patron de la banque Neuflize. Vous avez un message. Bonjour Mathieu, la crise sanitaire valide complètement le concept de la réunion asynchrone, qui est le fondement de votre réussite. Je sais que vous travaillez déjà activement sur les outils de demain, alors comment envisagez-vous la réunion du futur ? Dites-moi, peut-on aller encore plus loin en ajoutant la réalité augmentée, la reconnaissance vocale ou encore des indicateurs comme par exemple la mesure de l'ennui des participants ? Cela semble un peu de la science-fiction, mais j'imagine pas tant que ça. Merci. C'est une question qui nous anime en permanence. Et tout le travail qu'on mène chez Klaxoon, c'est un des premiers sujets, une des premières difficultés de cette démocratisation des méthodes agiles. Je reviens à ces méthodes agiles, elles sont assez anciennes, elles datent pour la première partie des années 60, donc elles ont plusieurs décennies d'expérience, elles ont fait leurs preuves, mais elles ne sont pas passées à l'échelle. Et donc premier aspect de cette innovation, et qui nous anime énormément, c'est comment est-ce qu'on arrive déjà à rendre à mettre à l'échelle des méthodes qui ont fait leurs preuves en mettant le juste niveau d'innovation dessus. Donc c'est une innovation qui est pragmatique, sur laquelle on va faire des efforts très très grands pour rendre le plus simple possible l'accès à ces méthodes. Donc c'est l'exercice qu'on a mené dans Klaxoon, où très simplement, avec un niveau de confiance et une grande facilité d'usage, on va commencer à exprimer différemment ces idées, à les mettre en forme de manière visuelle. Et rien que ça, et c'est peut-être la plus grande innovation et celle qui nous passionne, on va changer le mode d'échange, on va changer la façon dont l'équipe se parle. Et ça ouvre un terrain gigantesque à explorer, parce que dès lors qu'on se met dans ce mode de partage et de discussion, on va pouvoir se poser beaucoup plus facilement des questions, parce qu'il y a une trace écrite, parce qu'il y a des éléments sur lesquels on peut s'appuyer qui sont sur l'écran, donc qui sont accessibles aussi à d'autres, y compris en décalé. Donc effectivement, on rentre dans un mode d'échange qui est asynchrone, c'est-à-dire qu'on peut se parler et se mettre d'accord sans être tous dispo au même moment, et en évitant d'avoir à lire des centaines de mails dont on connaît la faible efficacité. Donc on va être sur quelque chose de plus naturel. Si on doit parler du futur, c'est vraiment notre souhait, c'est d'être sur une démarche qui est de plus en plus facilitante et de faire en sorte que le collectif soit facile, soit en tout cas qu'on arrive plus facilement à comprendre quels sont les différents avis des autres, à les mobiliser, à entendre leur expérience, à avoir une trace aussi de ce qui a été fait, parce que ça c'est un des grands défauts de la collaboration aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup dans le présent et on parle beaucoup du futur, mais on oublie beaucoup ce qu'on vient de faire et ce qu'on a fait il y a encore des fois quelques semaines, quelques mois, quelques années avant. Et pour autant, c'est essentiel quand quelqu'un arrive dans l'entreprise
de réussir à lui montrer et à lui permettre de très vite s'appuyer sur ces différentes expériences. Donc notre idéal et ce qu'on cherche et ce qu'on entrevoit pour le futur, c'est des interfaces, des outils de plus en plus naturels pour exprimer son point de vue et entendre celui des autres, et aidé par des technologies comme l'intelligence artificielle, une capacité à avoir le bon niveau d'information de la meilleure forme, avec la meilleure forme possible, c'est-à-dire qui est compréhensible, qui vous demande pas un temps infini pour essayer de la comprendre, pour essayer d'outiller votre décision. Donc ça peut venir du collectif, de ces raisonnements précédents, de ces avis précédemment émis. Ça peut venir d'autres sources d'informations. Avec de l'IA, on peut aller piocher dans différentes bases. On peut parler beaucoup avec la data. La data, elle est là, elle est présente. Et c'est vraiment notre souhait chez Klaxoon, c'est d'amener à des prises de décision qui sont éclairées, beaucoup plus appuyées sur de la data, qu'on va pouvoir, on l'espère, mobiliser beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement dans le futur, et pas avec des outils de Power BI ou autres qui sont quand même très contraignants aujourd'hui et réservés encore une fois à une élite. Donc c'est toute notre démarche, ramener ces outils qui ont fait leurs preuves et les mettre à la portée du quotidien, parce que le quotidien, il est rapide, il vous laisse pas beaucoup de temps pour réagir, et pour autant, c'est là que se nichent toutes les bonnes idées qui ne demandent qu'à grandir. Simplement, il faut essayer d'outiller ces prises de décision et réussir à faire en sorte que le collectif se accélère. Dans les innovations que tu opères aujourd'hui, finalement, donc tu es un peu inspiré en quelque sorte par la crise qu'on vient de traverser. Tu lances des nouveaux produits. Et tu as donné tes recommandations aussi finalement d'une certaine manière sur la dose de télétravail, mais si on regarde un peu après aussi les critiques qui sont faites sur le télétravail, est-ce qu'il y a une dimension presque écologique? On aime bien souvent parler de l'écologie parce que dans le monde d'après, c'est aussi ce qui s'est passé, c'est moins de déplacements. Donc c'est un avantage d'une certaine manière du télétravail qui est une sorte d'effet secondaire, qu'on se déplace moins, on perd moins de temps dans les transports, on pollue moins. Est-ce que toi, tu as un regard du coup sur cette société qui vient, tu vois, du rôle de l'entreprise dans la société, du rôle citoyen de l'entreprise et de sa responsabilité par rapport à la façon de vivre ensemble? Bon, alors déjà, on a souvent été décrit comme une entreprise militante parce que notre siège social est à Rennes, parce que je me suis installé à Rennes pour lancer une entreprise tech et vendre aux grands comptes français et aller développer une entreprise à l'international. Donc on m'a souvent dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas, c'est pas du tout the place to be. Bon. Il faut être à Paris, soi-disant. Exactement, il faut être à Paris, on me l'a beaucoup dit. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de... C'est une évidence, enfin quelque chose qui paraissait comme une évidence qui est en train de disparaître, on l'entend de moins en moins, mais quand même, on va le dire différemment, il y a un gisement et des territoires à réinvestir qui sont connectés. À Rennes, on est très très bien connectés, comme dans plein d'autres villes en province, et qui offrent un équilibre entre vie professionnelle et vie privée qui est évidemment plus intéressant, avec un plus grand niveau de confort que dans des métropoles qui sont forcément un peu saturées. Tu vas passer d'un mythe à l'autre. Tu fais quand même des allers-retours, j'imagine, régulièrement à Paris. C'est Klaxoon, c'est pas non plus développé uniquement depuis la capitale bretonne. Oui et non, parce que sur les déplacements, quand on parle en temps de déplacement, on a aussi des équipes à Paris. J'ai travaillé à Paris. Donc l'heure et demie de transport, je dirais pas que c'est une norme, mais c'est quand même ça paraît assez normal. Nous, en 1h30, on peut monter à Paris voir un client si nécessaire. Alors je te cache pas que oui, ça a été plus difficile à une époque de convaincre un client de faire des réunions à distance, en call ou en visio. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus un sujet, et ça, je pense que ça va rester. Et il fallait peut-être que c'est l'enseignement positif de cette séquence, c'est qu'on va plus facilement accepter d'avoir des calls à distance ou des visios à distance. Ne serait-ce que ça peut permettre beaucoup de choses, parce que pour le reste, hormis sur ces rendez-vous commerciaux, on peut faire beaucoup de choses en restant basé en local. Par contre, il y a un vrai défi et qu'on a vraiment affronté, et qui aujourd'hui commence à se résoudre, mais qui est la notion de recrutement. Les territoires ont souvent été dans la construction française avec des spécialités locales. Donc Rennes, c'est très télécom, donc c'est plutôt une chance pour nous. On a beaucoup de compétences hyper pointues dans le domaine du développement logiciel. Par contre, pour ce qui est du marketing, de la vente, de l'accompagnement des clients, il n'y a pas un énorme bassin d'emploi historiquement, donc c'était compliqué au début de Klaxoon de recruter sur ces compétences. Et ça, je pense que c'est le vrai défi, et qui d'ailleurs met en danger des territoires. C'est-à-dire que vous avez qu'un métier représenté.
Évidemment, ça fait pas des collectifs suffisamment divers et suffisamment riches en expérience pour réussir à monter des entreprises pérennes, et souvent on est dépendant d'autres entités et d'autres sites. Je pense que ça c'est un peu notre cheval de bataille, c'est de rappeler la nécessité d'avoir des collectifs qui sont riches aussi sur un territoire, et de pas créer des spécificités locales qui sont hyper casse-gueule dès qu'il y a un retournement de marché. La super compétence logicielle, même si aujourd'hui tout va bien, elle peut se retrouver complètement à l'arrêt. Et bon, ça paraît vieux maintenant, mais en 2004, quand je suis sorti d'école d'ingé, c'était le cas. Il y avait plus de boulot dans le logiciel. Bon, aujourd'hui, je sais pas si vous avez entendu parler de Lannion, mais c'est un site superbe au bord de la mer, au bout de la Bretagne, qui a un super bassin d'emploi télécom, et qui aujourd'hui est en train de se réinventer, et qui vit très mal ces annonces de grands acteurs télécoms qui se retirent du site. Et une des clés, et c'est ce sur quoi investit le territoire, c'est cette richesse de profil qui permet d'inventer des startups et d'aller chercher des marchés directement sans dépendre d'autres acteurs. Donc il y a un vrai défi là-dessus. Oui, c'est pas évident. Évidemment, c'est plus facile d'être à Paris au centre pour être connecté à ses clients, mais c'est pas impossible, loin de là, de réussir à faire la croissance en étant à Rennes. Sur ce sujet, Mathieu, effectivement, il y a un acte militant à créer de l'emploi en région, et c'est finalement un peu concomitant ou intrinsèque à l'outil que vous développez avec Klaxoon, qui permet aussi justement avec les nouvelles évolutions et innovations de travailler mieux à distance. Donc le confinement nous y a forcé. Toi, tu avais fait ce pas de partir en province avant. Moi-même, tu vois, je suis aussi à Marseille, donc on voit qu'on peut créer de la valeur en étant ailleurs grâce aux outils numériques. Mais est-ce que du coup, vous avez un point de vue aussi sur certaines critiques qui sont faites, et je viens un petit peu sur un champ sociétal d'une certaine manière. Aujourd'hui, on parle du débat sur la 5G, par exemple, et aussi de la consommation énergétique du numérique, parce que plus tu développes des outils numériques, et c'est le cas avec Klaxoon, plus alors effectivement tu limites les déplacements quand on est en télétravail, donc on économise un peu de carbone, mais on consomme aussi beaucoup d'énergie avec le numérique. Est-ce que tu as un regard là-dessus, au-delà de peut-être pour ou contre la 5G? Est-ce qu'il y a un regard sur l'impact finalement écologique des outils numériques, qui est quelque chose parfois on nous reproche à France Digital? Oui, en tout cas c'est un vrai sujet. On l'a vu pendant la crise, au début du confinement, il y a eu beaucoup de tensions sur les réseaux, et notamment sur les visioconférences. C'est loin d'être résolu. On a tous en tête des visios difficiles où le son ou l'audio passait pas forcément, le vidéo passait pas forcément. Et donc dans notre démarche depuis le début de Klaxoon, parce qu'on a aussi, je l'ai dit tout à l'heure, un dispositif qui peut fonctionner sans Internet, on a très tôt travaillé la faible consommation de Klaxoon en termes de bande passante. Donc, dans le confinement, on nous a souvent rapporté qu'on était un des rares outils qui continue à fonctionner même quand il n'y a pas beaucoup d'Internet. Et c'est vrai que Klaxoon consomme très, très, très peu de données. On n'est pas une solution qui vous demande une grande bande passante, et parce qu'on s'appuie encore une fois sur des éléments très simples, des textes, etc., qui sont très légers. Donc on a pu constater que c'était déjà un problème. Au-delà de l'envie de mieux faire demain, c'est déjà un problème. Les réseaux permettent pas d'être tous en visio HD à droite et à gauche. Alors peut-être chez vous si vous avez la fibre, mais on n'est pas toujours chez nous. On est des fois sur un site où il y a des contraintes de VPN, etc. Donc oui, déjà aujourd'hui, même par les simples contraintes techniques, il y a un défi à réussir à proposer des solutions qui sont les plus optimisées possibles en termes de bande passante. Et justement, c'est ce qui nous a animés dans la sortie de notre nouveau produit qui s'appelle Board, où on a inclus un système de visioconférence, mais avec une contrainte très très forte sur la bande passante, puisque l'image est très petite. Alors ça, vous verrez pas la tapisserie de votre voisin en HD, ou de votre collaborateur, ou de votre collègue en HD. Par contre, vous verrez la dynamique, vous verrez le mouvement, ce sera suffisant. C'est une toute petite fenêtre, elle fait 10% de l'espace, mais avec ça, on va consommer 5 à 10 fois moins de bande passante. Et effectivement, je pense qu'on a eu la chance de vivre peut-être des heures très riches, très multimédia, si on prend un vieux mot, où on était, les technos coûtaient rien, quoi. La consommation ne nous importait pas. Et je pense qu'on rentre dans une phase où effectivement, il faut maintenant considérer les progrès qu'on peut faire sur la consommation des outils numériques. Et bon, faut se rappeler quand même les proportions entre un call visio d'une heure avec un client et un déplacement TGV à Paris ou voiture. Enfin voilà, faut prendre la mesure des choses. On est quand même dans un monde qui s'est mis dans une logique de déplacement massif
avec une grosse consommation énergétique, transport physique, etc. Oui, il y a un coût tech. Maintenant, on a surtout plein de pratiques du quotidien qu'on peut améliorer. Et puis, en parallèle de ça, parce qu'il y a déjà une forte tension sur les réseaux, évidemment, un travail de rationalisation et d'optimisation des consos des plateformes. Mais je pense que là-dessus, on peut faire des pas de géant. Et ça a déjà commencé, plus ou moins contraint ou forcé par ces réseaux qui sont déjà tendus. Merci Mathieu, on a eu le plaisir de découvrir pendant ce premier épisode l'entreprise, comment elle a évolué depuis sa création il y a seulement, il faut le rappeler, seulement 5 ans. Ce qui va nous intéresser avec Olivier, on va te donner rendez-vous à toi ainsi qu'à nos auditeurs, rendez-vous dans la seconde partie de ton podcast. C'est juste après ce jingle et le podcast est à suivre. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.